le mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, présenté par l'ONG Africamundo et ses partenaires, le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie, le réseau international francophone des aînés, l'UNESCO, partenaire institutionnel, Afrique Première, du 1er au 28 février, édition 2021. Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cet entretien sur la phytothérapie, une clé de succès africain, banalisée par certains et adulée par d'autres. Je me présente, je m'appelle Linda Marie-Clémence Sagbou et pour lancer quelques pistes de réflexion sur ce sujet, j'ai avec moi deux personnes extraordinaires, Dr Amel Bouzabata et Dr Victorien Douillon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à notre public? Dr Amel? Je peux y aller? Oui, vous pouvez y aller, docteur Victorien. OK, je suis Victorien Douillon, je suis maître assistant en microbiologie au département de biologie humaine à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'est à l'université. Je coordonne également les activités de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles. Et avec impliqué dans les travaux ayant trait à la valorisation des plantes médicinales et à la lutte contre la résistance antimicrobienne. Merci. Merci, docteur Douillon, pour cette présentation. Docteur Amel Bouzabata, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre public, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité. Tout l'honneur est pour moi. Donc, je suis professeure en pharmacognosie à la faculté de médecine d'Annaba, qui se situe à l'est d'Algérie. Donc, je m'intéresse beaucoup aux pratiques de la médecine traditionnelle en Algérie et notamment en Afrique, puisque vous savez que ce sujet est un sujet d'actualité aujourd'hui. Voilà. Et justement, je rebondis sur votre dernière phrase, docteur Amel. Ce sujet est un sujet d'actualité aujourd'hui, d'où le thème. Et je voudrais justement savoir quel est votre avis par rapport au thème de cet entretien. Qu'est-ce que vous pensez de la phytothérapie? Est-ce que ça fait du sens de dire que c'est une clé de succès africain? Alors, tout d'abord, il faut déjà connaître qu'est-ce que la phytothérapie. Donc, la phytothérapie en Afrique, c'est une forme particulière ou une forme spécifique de la médecine traditionnelle. Donc, ça fait partie des pratiques de la médecine traditionnelle qui englobe d'autres pratiques que la phytothérapie. Donc, c'est une forme particulière dans laquelle donc, le guérisseur traditionnel est l'angle de cette phytothérapie ou de cette pratique. Donc, c'est l'angle qu'on appelle praticien. Donc, les propriétés médicinales des plantes médicinales restent très intéressantes à valoriser aujourd'hui et qui ont été transmises de génération en génération. C'est pour cela qu'on peut dire que c'est un succès aujourd'hui puisqu'on a cette transmission a fait l'objet de plusieurs découvertes scientifiques. Merci. Docteur Douillon, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Docteur Douillon, qu'est-ce que vous pensez du thème de notre entretien ce matin? Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier Dr Bouzabata, que j'ai le plaisir de connaître ce soir à travers votre biais, et mademoiselle Agbo. Et je pense que ce sujet, je vous l'ai dit déjà, trouve amplement son sens parce que la phytothérapie aujourd'hui mérite d'être explorée et encore mieux dans le contexte aujourd'hui
pandémies cycliques et qui vont continuer ainsi des nouvelles maladies pour lesquelles forcément la médecine conventionnelle n'a pas toujours de réponse adaptée. Et donc, c'est tout à fait justifié de pouvoir organiser un talk sur cette thématique. Et je m'en réjouis, je suis très honoré de faire partie de cette conversation ce soir. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Et j'ai personnellement lu beaucoup de vos articles respectifs. Docteur Douillon, que je connaissais déjà parce que c'est un de mes professeurs. Et Docteur Bouzabata aussi, j'ai également regardé sur ResearchGate pour voir un peu tout ce que vous faisiez comme travail et j'ai trouvé que c'était du grand et du bon boulot. Et du coup, je voudrais que vous nous donniez peut-être quelques exemples, un ou deux, je ne sais pas, de découvertes que vous avez faites justement dans le domaine de la phytothérapie et qui ont contribué à certaines avancées dans la science. Alors, avant de parler de découverte, je voudrais juste revenir vers le succès, comme vous avez dit, de la phytothérapie. En fait, ça revient à plusieurs raisons, le succès en Afrique, notamment le coût faible, d'accord, de la médecine traditionnelle, englobant la phytothérapie par rapport à la médecine conventionnelle, puisqu'on sait que le patient africain n'a pas notamment accès toujours à la sécurité sociale et à la cherté des médicaments. Et également les valeurs socio-culturelles, ça c'est très important de le dire, qui restent ancrées dans les cultures, dans la culture des Africains. C'est-à-dire que la phytothérapie et notamment la médecine traditionnelle, donc plus large du terme, reste ancrée de génération en génération et qui a été transmise, comme vous le savez, dès le premier temps par les sorciers et par les pratiques de la sorcellerie et de la magie noire. Ça revient notamment à dire pourquoi en fait la médecine traditionnelle ou la phytothérapie africaine est la clé du succès aujourd'hui. Alors, vous m'avez parlé donc de découvertes. Donc, je ne peux pas dire que c'est des découvertes, je peux dire que c'est des travaux donc, qui ont participé à l'amélioration de la connaissance de certaines espèces, notamment, par exemple, on a travaillé sur les myrtes d'Algérie avec la collaboration de plusieurs équipes, comme l'équipe de Corse et l'équipe du Portugal. Et on a donc fait un échantillonnage très large sur tout le territoire algérien, de la Méditerranée, comme vous le savez. Donc l'Algérie est divisée en deux parties. Il y a donc, le côté qui donne sur le littoral, il y a le Sahara vers le sud. Donc on a travaillé sur cette espèce qui s'appelle le genre myrte, Myrtus, et on a travaillé sur deux espèces, une méditerranéenne, Myrtus communis, et l'autre saharienne, Myrtus nivellei. Donc la découverte a été vers l'espèce saharienne où on a pu découvrir deux nouvelles molécules qui n'ont pas été auparavant décrites dans la littérature. Nous avons également d'autres travaux sur les plantes antidiabétiques et ça intéresse principalement la phytothérapie du diabète en Algérie puisque vous savez que le diabète reste quand même une pathologie très importante, non seulement en Algérie, en Afrique et également dans le monde. Donc, nous participons donc à l'identification des plantes médicinales antidiabétiques et les formes d'utilisation, donc notamment donc, la forme phytothérapie des usages. Voilà. Je remercie Dr Amel Bouzabata. Tout à l'heure, vous avez parlé justement en disant que cette transmission de savoir sur la phytothérapie et sur la médecine traditionnelle en général s'est faite dès le départ par des sorciers. Et je sais de sources sûres que le docteur Douillon, lors de certains de ses talks, il se fait appeler un sorcier. Donc, docteur Douillon, pourquoi cette appellation-là? Non, merci beaucoup. Non, je prends cette appellation avec beaucoup de rigolade, en fait, parce que, vous savez, je suis co-biologiste et donc je travaille sur des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Et donc, je fais un travail similaire au travail d'un sorcier, en fait, puisque le sorcier travaille, il est fort dans l'invisible. Et moi, je suis censé révéler ce qui est invisible, ces êtres microscopiques, leur interaction avec les organismes, les autres organismes vivants. Et donc ça, c'est de la sorcellerie en griffe.
Et pour en revenir à votre question, je peux dire qu'on a, au niveau du Bénin, travaillé sur des maladies infectieuses. Par exemple, je me rappelle qu'en 2018, on avait pu identifier quelques molécules responsables de l'activité antibactérienne d'une plante assez répandue au niveau du Bénin, mais qui est très efficace contre, par exemple, les panaries, tout ce qui est infection à staphylocoque doré, donc Staphylococcus aureus en l'occurrence. Et donc, cette crème à base de cette plante-là a révélé de très belles propriétés. Nous avons pu, bien sûr, avec un partenariat avec une université française, mettre en évidence le principe actif de cette efficacité. Après ça, on a eu une série de travaux sur les salmonelloses qui ont beaucoup de traits au gastro-entérite. Et là, nous avons travaillé de concert avec les herboristes, les tradithérapeutes, qui ont été très coopérants. Ils ont beaucoup adhéré à la vision. On a pu recenser les plantes censées lutter contre ces gastro-entérites-là. Nous avons fait un croisement multicentrique avec les données de la littérature et nous en avons retenu un certain nombre, donc celles qui étaient les plus citées, que nous avons testées non seulement in vitro sur des bactéries au laboratoire, mais également in vivo sur des modèles animaux. Nous avons utilisé des modèles animaux comme les rats Wistar. Nous avons utilisé des modèles animaux comme les poussins. Et nous avons testé leur toxicité pour voir jusqu'à quel point ces plantes-là pouvaient être utilisées, à quelle dose. Et par la suite, nous avons mis au point des médicaments traditionnels améliorés. Des médicaments traditionnels améliorés sous forme de gélules, sous forme de thé, puisque la population peut consommer ces thés-là de façon quotidienne, et sous forme, n'est-ce pas, de poudre pour les animaux, pour prémunir, n'est-ce pas, ces animaux-là contre les gastro-entérites et les salmonelloses. Et tout dernièrement, un autre travail que nous avons fait dans la même démarche, en suivant la même démarche, nous a permis de mettre au point un médicament traditionnel amélioré visant à améliorer la fertilité au niveau des hommes. Donc, les hommes qui ont des troubles de la fertilité, nous avons pu remarquer que ce cocktail de plantes que nous avons testé boostait la fertilité et donc nous avons pu stabiliser cela sous forme de médicaments traditionnels améliorés. Ça, c'est tout récent. La mise en service de ce produit va se faire dans les tout prochains jours. En dehors de ces produits finis en griffe, nous avons beaucoup travaillé également sur le diabète. On est tombé sur une plante, l'Onea taracifolia, qui est une plante merveilleuse contre le diabète. Je ne sais pas si ça existe de l'autre côté, mais ce sont autant de ressources végétales qui nous confortent que l'Afrique est vraiment une mine d'or en matière de plantes médicinales et que le jour où nous allons arriver véritablement à mettre d'accord le secteur de la médecine dite conventionnelle et le secteur de la médecine dite traditionnelle et donc, du coup, faisant appel à la phytothérapie, le jour où nous mettons ces deux secteurs-là au même diapason, je pense que nous allons avoir des impacts au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr. Dounion. Votre intervention va de pair avec ce que disait le Dr. Hamel tantôt, au début, quand elle présentait un peu la phytothérapie et son rôle dans la médecine traditionnelle. Et Dr. Hamel, j'ai remarqué aussi que vous avez travaillé sur le curcuma. Moi, quand on me dit curcuma, je dirais que c'est une épice et que ça sert à cuisiner. Et du coup,
voir le curcuma comme une plante médicinale, du coup, une plante qui interviendrait peut-être dans une thérapie, me fait un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, le curcuma, certes, il est utilisé comme une épice, mais vous savez que le curcuma contient une molécule qu'on appelle la curcumine. D'accord? La curcumine, elle est utilisée dans les troubles hépatiques. C'est pour justement dans les troubles hépatiques. Et nous avons plusieurs médicaments traditionnels à base justement de curcumine et de curcuminoïdes qui sont indiqués pour cela. Et juste une petite anecdote, c'est qu'on utilise le curcuma comme épice justement avec le poivre noir pour potentialiser, c'est-à-dire pour augmenter l'action sur le foie. Voilà. Mais j'ai travaillé sur le curcuma surtout parce que, comme vous savez, je suis professeure en pharmacognosie et la pharmacognosie, elle a plusieurs aspects. Il y a l'aspect phytothérapie, donc usage et utilisation traditionnelle. Il y a l'aspect identification de la plante. Donc, nous avons travaillé pour le curcuma, surtout concernant l'identification de la plante par des méthodes microscopiques et statistiques. Mais concernant l'utilisation du curcuma, c'est sous forme d'enquête ethnobotanique où on a révélé l'usage du curcuma en phytothérapie dans le nord algérien, justement pour les troubles hépatiques. Ok, ben là, je viens d'apprendre une leçon. La prochaine fois, je mettrai un peu plus de curcuma dans ma nourriture, je pense. Et du poivre noir. Avec du poivre noir. Je ferai ça, promis. Ce qui m'amènera à la dernière question. D'accord. Ben, cela m'amènerait à la dernière question de cette réunion. Ce serait justement de savoir, c'est une question à deux volets. Pourquoi est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes intéressé à cette médecine dite traditionnelle? Et pourquoi est-ce que pensez-vous que certaines personnes la rejettent, cette médecine dite traditionnelle? Donc, okay. C'est moi ou c'est Victorien? Ce sera à vous de choisir. Allez-y. Je vais laisser la parole aux hommes. Les hommes d'abord. C'est vrai qu'on est en supériorité en nombre, donc Dr Douillon, on vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, pourquoi avoir choisi axer mes recherches sur la médecine dite traditionnelle? Simplement parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au Bénin, nous avons encore près de 80% de la population qui se consacre à cette médecine-là. Quoi qu'on dise, vous allez dans chaque famille, vous avez toujours, n'est-ce pas, cette bouteille avec des racines dedans censées soigner telle ou telle affection. Et même parmi, dans le rang de ceux-là qui combattent cette médecine, vous avez toujours ces potions-là sous le lit ou bien dans un placard, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours fonctionné avec nos grands-parents, qui a toujours fonctionné depuis le temps de nos aïeuls. Et donc, nous, au niveau du laboratoire, on s'est dit, bon, écoutez, les gens utilisent ces substances-là. Autant les aider à l'utiliser avec toutes les normes qu'il faut. Et donc, nous avons choisi, valoriser cette médecine-là parce que, justement, nous sommes conscients du bénéfice qu'il y a à travers cette médecine-là. Et ceux-là qui ne partagent pas ce point de vue, ils ont aussi des raisons parce que, vous savez, dans ce milieu, il y a un peu de dogme, c'est-à-dire on vous dit prenez 2 verres à bambou, mais on ne peut pas vous dire avec précision, voilà la dose qui marche. Vous voyez, on va peut-être vous mettre 3, 4 plantes ensemble, alors que c'est peut-être une seule plante qui a l'effet recherché. On ne peut pas dire avec précision l'impact que cette potion pourrait avoir sur le foie, pourrait avoir sur les reins. Et donc, ça donne l'ouverture aux détracteurs en disant, mais écoutez, ce n'est pas une science précise, et donc on ne peut pas
faire confiance à cela. J'ai discuté beaucoup avec des médecins qui sont foncièrement contre cette collaboration et donc il faut un travail de patience, il faut beaucoup de conviction pour leur dire non. Au lieu de rejeter en bloc, il vaut mieux reconnaître que de toute façon, le pays s'en sert et essayer de réglementer, essayer d'accompagner ces acteurs-là pour que médecine dite moderne et médecine dite traditionnelle se mettent ensemble pour, n'est-ce pas, venir à bout de ces nombreuses maladies. Et il est déjà arrivé que face à des maladies données, la médecine dite moderne abandonne le patient en disant nous avons fait tout ce qui est possible en matière de soins connus, nous n'avons pas le résultat, donc écoutez, on ne peut pas faire plus. Et les plus honnêtes font appel à ces radithérapeutes, à ces guérisseurs-là qui viennent et qui réussissent à soigner la maladie. C'est bizarre, ils réussissent à soigner la maladie, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques en tant que telles. Donc, voilà autant d'exemples que personnellement, moi, j'ai eu à vivre au cours de mes activités qui fondent ma conviction et qui me font croire que arriver véritablement à concilier les deux potentialiserait véritablement l'essor de l'Afrique. En l'occurrence, ça, c'est un petit débordement que je fais sur la COVID-19 actuellement. On a beaucoup de plantes qui pourraient nous permettre de mieux gérer la situation. Il suffit qu'on puisse ouvrir les esprits et qu'on puisse se mettre ensemble, tous les acteurs, et je suis sûr qu'on va venir à bout de choses merveilleuses. Merci beaucoup. Merci, Dr. Douillan. Dr. Hamel, la parole vous revient. Alors, pourquoi avoir choisi donc recherche scientifique et phytothérapie ou médecine traditionnelle? Donc, à mon avis, c'est très important de faire le passage du fondement empirique, c'est-à-dire de tout ce qui est connaissance. Quand on parle de phytothérapie, c'est la connaissance de ces utilisations traditionnelles. Et quand on parle de recherche scientifique, c'est tout ce qui est laboratoire et tests expérimentaux, soit in vivo ou in vitro. Donc, ce passage, en fait, il est très, très important, même si nous avons plusieurs cas où nous avons, c'est-à-dire même si nous avons plusieurs cas où c'est prouvé que la médecine traditionnelle et la phytothérapie marchent vraiment. Mais ce passage, pourquoi en fait? Ce passage, il vise à protéger le patient africain et même le patient dans le monde, parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui, il y a plusieurs gangsters, il y a plusieurs actions de charlatanisme. Donc, il y a des personnes qui se prétendent connaître, mais qui utilisent n'importe quoi. Et donc, ce passage, en fait, il vise à protéger la population de tout ce qui est danger et tout ce qui est toxique. C'est pour ça qu'on parle toujours de innocuité et efficacité. Quand on parle d'innocuité, c'est principalement la protection du patient de tout ce qui est effet toxique, parce que nous avons plusieurs plantes qui sont toxiques et qui pourraient être même mortelles. Donc, pour la phytothérapie, donc c'est vrai, c'est très important. D'ailleurs, nous avons des exemples. Nous avons la découverte, par exemple, de l'artémisinine qui est un antipaludique, et d'autres antipaludiques comme la quinine à partir de l'artémisinine, à partir de l'Artemisia annua, et la quinine à partir du quinquina. Donc, et nous avons plusieurs exemples. C'est pour cela que c'est très important de pallier et de coupler ces deux aspects. Voilà. Merci. Grâce à vos interventions, on comprend bien qu'il faudrait allier science, pour dire recherche scientifique et phytothérapie, donc pour le bien du patient et pour une efficacité dans le traitement. Je vais donc en terminer là. Je vous remercie pour votre aimable participation à cette conférence dans le cadre du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Dr. Bouzabata. À bientôt.